Je vais commencer par une définition. Vous allez voir, elle n'est pas très difficile à comprendre. En fait, c'est même une double définition du mot spiritualité. Pas toujours très clair ce qu'on entend par là. Moi, je vais vous proposer une manière de l'entendre très transversale qui, en fait, couvre toute société, quelle qu'elle soit. En fait, depuis que les sociétés humaines existent, il n'y a pas de société où on ne privilégie pas une manière de devenir humain, de réaliser, se développer sa propre humanité. C'est même ce qui singularise et différencie les sociétés les unes des autres. À Athènes, avant d'ériger une statue au-dessus d'un temple, on la montre au public. Il y a beaucoup de galeries d'art à Athènes. Donc voilà la spiritualité au sens grec. Dans le catholicisme, dans le christianisme, la spiritualité, eh bien, c'est faire ce qu'il convient de faire pour son salut. Vous avez 20 ans, c'est pas du tout comme lorsque j'avais 20 ans moi. Le monde était ouvert, on pouvait aller n'importe où, je pensais qu'il allait devenir plus juste. Et j'étais persuadé, j'étais encore persuadé au début des années 2000, qu'on saurait au moins en partie résoudre nos questions écologiques. Moi, j'ai passé à partir, disons, de 2006-2007, j'ai commencé quand même à avoir des doutes. Et là, aujourd'hui, je suis très inquiet. Dès la seconde moitié du XVIe siècle, advient ce qu'on appelle la science moderne. Et pour la science moderne, qui alors est très difficilement séparable d'une certaine idée de Dieu. C'est par exemple Genèse 1, 26, 28, vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur terre. On appelle ça la vision despotique. L'homme est le maître, le sous-maître, parce qu'il y a un chef en haut, il est le sous-maître de la création. Et donc effectivement, la création, telle que la science moderne va finir par nous la faire voir, on a une idée d'un Dieu tellement transcendant, tellement supérieur, que finalement Dieu, c'est un peu comme s'il avait absorbé toute la réalité. Il a tout pris sur lui. Et du monde, il ne reste, et j'exagère à peine pour les modernes, dès la deuxième moitié du XVIe siècle, il ne reste du monde qu'un tas de cailloux. Le monde n'est qu'un agrégat de particules inertes, sans intériorité, sans sensibilité, sans intelligence, sans capacité de contrainter. Tout ça, ça revient aux hommes et aux hommes seuls, et pour autant qu'ils sont comme l'image de Dieu. En revanche, les animaux, vous avez tous appris ça au gymnase avec des cadres, les animaux sont des machines. Et remarquez, on a un tel mépris des plantes qu'on les oublie. Un peu comme Noé, il a pris un peu de foin pour les bovins dans l'arche, la terre est noyée et il oublie de prendre des plantes sur l'arche. Alors que des herbivores sans herbe, c'est pas facile. Et alors, si on veut prolonger la pensée de Descartes, on devrait dire que les plantes sont aussi des machines. Ça, c'est l'idée moderne comme se fait. Donc, en d'autres termes, c'est un monde qui n'a aucune valeur. Les animaux n'ont aucune valeur, les plantes n'ont aucune valeur, les écosystèmes, la nature en elle-même dans son ensemble n'ont aucune valeur. Ça veut dire aussi que la nature ne nous oblige en rien. Elle est moralement neutre. On n'éprouve pas de respect pour un tas de cailloux. Plus il y a de chaleur, plus il y a d'énergie. Et c'est cette énergie qui donne les sécheresses, les inondations, les régularités de la météo, etc. Il y a les feux. Alors, j'ai commencé à vous parler des feux. Quand on a des feux qu'on ne peut pas éteindre et qui sont sur des surfaces gigantesques, on parle de méga-feux. Le premier méga-feu spectaculaire, c'était en 2020 en Australie. Et là, c'était l'équivalent en un mois, c'était l'équivalent de la moitié de la superficie française, donc plusieurs Suisses. Donc vous imaginez bien que sur une terre où vous avez sans cesse sécheresse, chaleur extrême, toutes les plantes cessent leur activité de photosynthèse entre 40 et 45 degrés.
Sortez dehors quand il fait 40 degrés. Quand vous êtes une plante en plein soleil, ben vous cramez. Si ça dure plusieurs jours, vous cramez. Inondation, sécheresse, aridité, incendie, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Qu'est-ce qui est détruit chaque fois? Les récoltes. Et même la possibilité des récoltes. Donc, plus on va avancer dans la décennie dans laquelle nous sommes entrés et les décennies suivantes, moins il sera facile de produire de la nourriture sur Terre. Alors moi, je veux bien qu'on me dise les problèmes d'écologie, mais franchement, passez-moi l'expression, mais il faut être bête. Il faut même avoir l'esprit creux. Et quand l'esprit souffle sur le creux, il ressort comme il est entré. Ça ne change rien. Eh bien, tous ces problèmes, ils ne vont cesser de s'intensifier. Et les événements extrêmes que je viens rapidement de vous décrire, eh bien, quand on passe de 1,5 à 2 degrés sur 10 ans, tous ces événements-là voient leur intensité multipliée par 2, doublée. Bien évidemment, ce sont les régions les plus chaudes, là on s'approche des 20 degrés, où vous avez plus de population. On l'a oublié, mais nous sommes des animaux, en partie, et en tant qu'animaux, nous sommes en haut de la chaîne trophique, c'est-à-dire qu'on mange ce qui est en bas. Et les grosses bêtes mangent les petites mangent de l'herbe, et donc s'il n'y a pas beaucoup d'herbe, s'il n'y a pas beaucoup de végétation, il n'y a pas beaucoup de petites bêtes, et encore moins de grosses. Parce que pour nourrir les grosses, il faut beaucoup de petites. Donc c'est très clair, là où il y a des êtres humains, en nombre, eh bien c'est là où il y a une végétation plus prolixe. D'accord? Maintenant, je regarde du côté des régions chaudes, tropicales, entre les tropiques. Et là, eh bien, la répartition de la population en fonction de la chaleur, elle change. C'est pas du tout le même problème. En fait, elle monte jusqu'à 26, en gros 26 degrés. 27, 28, il y a une chute de la densité de population. 29, 30, il n'y a pratiquement plus d'habitat permanent. Et au-delà de 30 degrés, c'est énorme, 30 degrés de moyenne annuelle, eh bien là, il n'y a jamais d'habitat humain. Et là, ce que je viens de vous dire, c'est vrai aujourd'hui, c'était vrai en 2000, c'était vrai en 1950, c'était vrai en 1900, en 1800, en 1700, en 1200, en 100. La règle ne change pas. Donc, quand l'ensemble de la Terre se réchauffe, et j'en parlais tout à l'heure, vous avez des régions qui vont devenir inhabitables. Comme l'Inde, eh bien, dans les 2 décennies qui viennent, il y a tout le piémont himalayen qui est très sujet à la mousson, enfin qui est sujet à la mousson, et toutes les côtes, plus encore la côte est que la côte ouest, vont devenir sujettes à des chaleurs humides handicapantes, puis plus tard, par dessus, mortelles, de façon chronique, plusieurs mois de l'année. Et donc, on peut penser que fin 2040, 2050, il y a en gros la moitié de l'Inde qui devrait devenir inhabitable, ou pratiquement inhabitable. Et évidemment, d'autres contrées, je vous ai parlé du Mexique tout à fait. On rend la Terre plus chaude, on rend la Terre plus inhospitalière, et on tue les autres êtres vivants autour de nous. Vous pouvez être content, mais pas moi. Alors, ça pourrait être un peu bizarre, et comme ce pauvre garçon de Musk, imaginez que vous allez aller vivre sur Mars. Je vous laisse y aller. Moi, je ne vous suivrai pas. Sur Mars, il n'y a pas grand-chose à voir, mais il n'y a surtout rien à manger, et rien à boire. Et surtout, il n'y a pas d'atmosphère analogue à l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire que vous êtes exposé à des rayonnements qui détruisent vos cellules. Regardons du côté de l'espérance quand même. Hein. Et donc, il y a plein de choses qui se font. Il y a plein de petits groupes, des individus qui
développe de l'agroécologie, qui préserve la biodiversité, qui adopte des styles de vie moins dispendieux, tout ça, ça existe. Le problème, c'est que des petits groupes. Et parfois des petites collectivités. Et tout ça, c'est des réserves d'avenir. Parce que vous l'avez compris, on est dans une dynamique, dans une spirale qui va vers le bas. Et on est dedans. On va aller vers le bas. Là, je parle sur le plan matériel, là, je parle pas sur le plan moral. Vous avez vu que ça allait avec, mais en tout cas, au moins sur le plan matériel, on n'y échappera pas. C'est dans les tuyaux. Le système Terre, c'est complexe. On a mis beaucoup de gaz à effet de serre dans les tuyaux. Donc ça chauffe. On a détruit beaucoup de vies. Et on continue à le faire. Ça aussi, c'est dans les tuyaux. Et pourtant, il y a toute une partie de l'humanité qui s'échine à faire autre chose. Il y a des règles. Alors je sais bien que c'est la mode qu'il n'y a plus de règles. Mais je vais vous faire une petite expérience de pensée. Vous allez venir avec moi à Paris et vous allez supprimer dans la tête de tous les Français le code de la route. Moi, je serai à l'est de Paris et je vous dirai « Venez les amis, venez me rejoindre à l'ouest ». Il n'y en a pas un qui va y arriver. Vous allez tous mourir avant. Et sans manifestation. Donc, c'est complètement idiot. Il n'y a pas de vie sans règles. Mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des conflits qui se multiplient compte tenu des difficultés dans lesquelles on est. Et si je regarde les cartes, eh bien, en fait, dans les zones qui sont, voilà, ça va en inquiéter certains, mais dans les zones qui sont les plus propices, et qui seront les plus propices à la vie, on est plutôt en Europe. Et pas trop l'Europe, très à l'ouest, donc la France, alors l'Espagne, l'Italie, ça va devenir très aride, mais quand on monte un peu plus, on va être sur des zones qui vont rester beaucoup plus vivables que évidemment, les zones qui vont devenir le moins habitables et assez rapidement, c'est tout ce qui est entre les deux tropiques. Et surtout les aspects côtiers en plus. Désolé de vous donner ça, franchement, c'est pas par plaisir, c'est pas moi qui vous donne ça. Je vais prendre une étude qui a été rendue publique fin du mois de janvier par un institut d'actuaires mondiaux. Les actuaires ne sont pas des gauchistes, hein, c'est les gens qui calculent les risques et leurs versants pécuniaires pour les sociétés d'assurance. Donc là, ce sont des actuaires à l'échelle internationale qui se sont associés avec l'université d'Exeter. Et donc, ils imaginaient deux scénarios. Un scénario où on dépasse légèrement les 2 degrés, et là, il y a 2 milliards de personnes qu'on ne peut plus nourrir. Et vous avez 25% du PIB en moins. Ces 2 milliards qu'on ne peut pas nourrir, ce serait l'effet d'une guerre thermonucléaire. Ce serait au moins 2 milliards de personnes qui passeraient à l'as. Et donc, c'est intéressant de voir le pendant entre les deux. Et puis, si on va à 3 degrés, alors là, c'est effectivement, on ne fait rien, et on ira à 3 degrés. Et là, 3 degrés, c'est 50% du PIB en moins et 4 milliards de personnes qu'on ne peut plus nourrir. Donc, de toute façon, si vous voulez, de rien faire, c'est vraiment le choix le plus stupide. Là, on est dans l'égoïsme total. Alors, si vous avez 90 ans, allez-y. Si vous avez moins, c'est pas génial pour vous, et pour qui que ce soit. Moi, j'ai pas envie de mourir dans un EMS à 50 degrés sans clim. Chacun son truc. Et il nous a fait du bien en mettant et en désignant les enjeux, les dangers, le monde dans lequel nous vivons. Mais il a souligné une chose qu'on n'entend quand même pas souvent, c'est de garder en soi assez d'élan pour affronter ces défis et surtout pour rester à la hauteur de notre humanité.